deux choses. D'abord, comment sont sélectionnés les candidats? Parce que David Lisnard, pourquoi il n'y est pas? Je sais que Ségolène Royal s'est plaint, par exemple, de ne pas y être. Marine Tondelier, elle y est, mais elle ne représente pas grand-chose, Marine Tondelier. Pourquoi plus Marine Tondelier et pas David Lisnard? Pourquoi pas Reconquête aussi? Oui, pourquoi Sarah Knafo n'est pas là? Il y a une primaire socialiste. Elle n'est pas déclarée. Oui, mais Raphaël Glucksmann était là, il participe à la primaire socialiste, il y a d'autres candidats à la primaire socialiste, donc c'est assez nébuleux. Est candidat. Philippe Brun aura pu si tu invites tous les candidats déclarés du PS, déjà là, il y en a une la salle. Non, mais c'est pour ça que c'est compliqué. Je ne sais pas comment. C'est des nuances politiques. Bon, et puis je trouve qu'Éric Nolot disait une chose très juste pendant la pause, que vous allez répéter. Souvent. Vous disiez, ça n'a aucun intérêt, j'y crois pas. C'est terrible. Le foutuisme. Les uns après les autres. Non, mais je n'y crois pas. Je pense terrible, que c'est des exercices obligés, ils sont obligés de dire quelque chose, que ça ne les engage à rien et que la plupart des Français ne les croient pas. De toute façon, mais sur les... Pardon. Et je trouve que ceux qui ont les choses parfois les plus intéressantes à dire, je pense à David Lisnard et je pense à Sarah Knafo, ils ne sont pas présents. Exactement. Ceux qui disent des choses qui, pour le coup, ils pourraient renverser la table, ils ne sont pas là. Donc... sur l'économie, Marine Le Pen, elle fait attention. Pour Marine Le Pen, l'important, c'est de ne pas faire de faute. Voilà, donc c'est ça. Donc elle a ses 35%. C'est Guillermo Villas, en fait. Elle remet dans le cours en liftant. Je précise que Guillermo Villas, qui a dû gagner Roland-Garros en 75 ou 76, qui avait un bras assez atrophié du gauche, et d'abord c'est la partie du tennis la plus ennuyeuse que j'ai vue, parce que c'était... Il y a un Villas-Bord qui doit durer 4 heures. Ça n'en finissait pas. Non, le but, c'est pas de marquer le point, c'est de remettre la balle dans le cours. Et pousser à la faute. Là, vous m'avez tué. Bon, Eugénie, qu'est-ce que vous voulez je disais dire? que je suis convaincue de toute façon que sur l'économie, peu importe d'ailleurs le programme ou qui sera élu, il n'y aura qu'une politique possible. Parce que de toute façon, le pays est ruiné. Qu'on ne pourra pas éternellement faire de la dette, que les marchés financiers viendront se rappeler, et que sinon le FMI viendra non, le FMI viendra pas. Moi, si. On ne peut plus se permettre, en tout cas. On sera rattrapé par la Banque Centrale Européenne que par le FMI. Non plus. Si. En tout cas, je suis persuadée que les promesses des uns et des autres qui sont démagogiques ne pourront pas être mises en œuvre. Mais vous savez, on n'est pas à l'abri d'un cataclysme sur la dette quand même. Hein. Là, aujourd'hui, vous avez la fameuse notation des agences. Ça commence par une agence qui s'appelle Fitch. Bon, je ne sais pas si on va être dégradé, mais les taux d'intérêt sont très élevés sur la dette. Et sur le programme, pourquoi les gens s'en foutent au-delà de la parole politique? Parce qu'en fait, on a eu des élites de gauche et de droite pendant des décennies pour voir le pays dans la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Donc les gens, ils croient ni au programme, ni à la force des élites et à leur réflexion. Donc il y a une certaine, à mon avis, irrationalité dans ce vote. C'est-à-dire qu'on va voter sur autre chose en fait que sur un programme ou sur une conviction politique. Et ce qui me fascine quand même, ce qui me fascine chez LFI, c'est que LFI veut gouverner tout en ayant un programme qui rende la France ingouvernable. C'est ça le truc, en conflictualisant. Oui. Tout cela nous éloigne de la véritable actualité, c'est-à-dire l'avion de Céline Dion. Ah oui, l'avion. L'avion. Où est l'avion de Céline Dion? Si vous n'étiez pas là à 9h... Est-ce qu'il a avancé? Exactement. Exactement. Regardez, je le dis pour Marine Lançon qui est avec nous. L'avion et on n'a même pas vu l'avion décoller. Vous l'avez vu l'avion décoller? Oui, on l'a vu sur CNews. Oui, mais on va le revoir. Ah oui, parce et que vous savez ce que c'est? Alors, parce que là, j'ai bossé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il n'y a plus personne autour d'elle. Alors là, elle a fait le vide. Céline Dion. Elle est où là? Est-ce qu'on sait où elle est? C'est très rouge, on est d'accord. Est-ce qu'on sait où est l'avion de Céline Dion, Marine Lançon? Elle est au sud du Groenland, qui reste danois pour le moment. Et effectivement, je reconnais le Groenland. Et alors, c'est formidable parce que ça, c'est Flight Radar. Nous sommes d'accord? Donc, c'est Flight, parce que Flight, c'est autre chose. Flight Radar, c'est donc tout. On peut suivre ça, c'est magnifique d'ailleurs pour l'ordinateur. On peut géocaliser. Et vous pouvez suivre tous les avions du monde entier, manifestement. Et c'est le cas, là. Moi, je pense que passer beaucoup de temps là sur, comment vous appelez ça? Flight Radar. C'est quand même un signe annonciateur de dépression. Pourquoi? Non, vraiment, quelqu'un qui passe ses journées à regarder ça, c'est quelqu'un qui ne va pas bien psychologiquement. Il vaut mieux consulter. C'est hypnotique. Non. Et donc, elle est au-dessus du Groenland et elle arrive dans 4 ou 5 heures. Vous avez jamais suivi un proche qui prend un avion transatlantique pour voir où il en est? Non, Céline Dion. Mais c'est très rouge, on est d'accord, hein? Oui, c'est très rouge. Regardez l'avion qui décolle. Et vous savez ce que c'est? Alors, c'est son avion. Oui, ça rigole pas. Elle n'est pas en vélo cargo, Céline Dion. Elle est en avion bombardier. Et donc, elle a quitté New York, Los Angeles, Las Vegas, Los Angeles. Et elle arrive.
évidemment, dans 4 heures. Bon, c'est une parenthèse. Châlons, c'est une autre parenthèse. De nombreuses personnalités politiques de tous bords sont attendues pour leur rentrée politique à la 80e édition de la foire de Châlons en 2026, qui s'ouvre ce 28 août. Et c'est un passage obligé, considéré comme le 2e rendez-vous agricole de France. La foire est devenue ce passage pour les candidats présidentiels de 2027. Depuis 15 ans, la foire accueille les futurs présidents. Et je vous propose de voir le sujet de Pauline Trefzer. Ici, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, inaugure la foire de Châlons en Champagne en 2005. Il sera nommé 2 ans plus tard président de la République. En 2012, c'est François Hollande qui parade dans les allées lors des premiers mois de son quinquennat. Emmanuel Macron n'a pas échappé à la règle, il se prête au jeu en 2016. Première sortie publique après sa démission du gouvernement Valls, il lance sa campagne En Marche. Depuis les débuts de la Ve République, la foire de Châlons a vu défiler de nombreuses figures politiques. Alors pourquoi ce grand rendez-vous agricole séduit-il autant les élus ? D'abord pour son calendrier. Organisée fin août, début septembre, la foire offre une vitrine idéale pour faire sa rentrée politique. Également pour son ancrage populaire. Ici, les politiques viennent à la rencontre des Français, au plus près du monde agricole et de leur terroir. Et cette année, alors que la campagne présidentielle est lancée, le défilé politique s'annonce chargé. Alors, manifestement, il y a personnalités attendues, François Hollande, Jordan Bardella, Édouard Philippe, Bruno Retailleau, David Lisnard et Éric Zemmour. Xavier Bertrand est candidat, mais il l'était déjà. Oui, son entourage a fait savoir que ce n'était pas une sortie nouvelle et qu'il se déclarera en temps voulu, qu'il ne fallait pas surinterpréter la phrase qu'il avait prononcée. Mais ce que je ne comprends pas, il est LR, Xavier Bertrand ? Il est LR. Donc ça veut dire qu'il sortirait des LR, puisqu'il y a déjà un candidat Il ne veut LR. pas de primaire. Il ne veut pas entendre parler de primaire. Oui, mais j'entends bien, mais Bruno Retailleau a réagi ? Pas à ma connaissance, depuis en tout cas cette annonce. Pourquoi il est LR ? Pourquoi il ne l'exclut pas ? C'est ça que je comprends pas. Personne n'exclut au LR. C'est pas simple, on l'a déjà dit plusieurs fois, même pour Jean-François Copé, il ne l'a pas exclu non plus. Alors il y a eu des échanges. Je pense mais Jean-François Copé, il n'est pas, rassurez-moi, il n'est pas candidat, mais vous savez qu'il a pas soutenu franchement Bruno Retailleau, donc ça a pu à un moment être compliqué entre les deux, ils se sont expliqués d'ailleurs. Mais non, Xavier Bertrand attend de voir si ça se décante et il se dit qu'il a un rôle à jouer. Jean-François Copé, je crois qu'il a vendu 300 livres ou 400 livres. C'est vrai. Vraiment, ça n'a pas été un grand succès. Xavier Bertrand, donc, est attendu. Nicolas Dupont-Aignan est attendu aussi. Bruno Retailleau, dès aujourd'hui d'ailleurs. Laurent Nunez, Aurore Berger et Anne Le Hénaff, les ministres délégués chargés du numérique. Madame Le Hénaff, elle est attendue. Mais c'est bien pour les gens du terroir, etc., cette foire. Oui. Finalement, ça donne un parallélisme en région de la foire agricole à Paris, quoi. Ouais. De l'agriculture, c'est pas mal. Au-delà de la déambulation politicienne, permettez-moi quand même de penser aux agriculteurs. Vous avez vu ce qui est en train de se passer. Le patron de la FNSE a mis en alerte. Il y a des milliards et des milliards d'euros de pertes pour nos agriculteurs qui sont déjà dans une situation absolument hallucinante. La canicule, les inondations, c'est apocalyptique. Les productions s'effondrent, Pascal. Donc là, il y a un défilé politicien, mais les agriculteurs sur le terrain, puisque Rachel en parle, ils sont dans une situation, mais... Il n'y aura pas Marine Tondelier qui ira à la foire. Je crois pas. Dans l'actualité également, Laurent Nunez d'ailleurs apporte son soutien aux policiers qui ont porté plainte contre le député Sébastien Delogu. Il l'accuse d'avoir entravé une opération de police menée dans son immeuble. Le député a été placé en garde à vue ce jeudi 27 août après avoir été entendu en audition libre. Je vous propose d'écouter les informations que nous donne Sabrina Berlin sur cette garde à vue. Le député de la France Insoumise, Sébastien Delogu, a été placé en garde à vue ce jeudi après-midi à l'hôtel de police de Marseille. Cette garde à vue s'inscrit dans le cadre d'une enquête pour outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique. Les faits remontent à lundi. Un équipage de police recherche alors un homme soupçonné d'un vol de montres de luxe. Il tente d'entrer dans un immeuble d'habitation du 2e arrondissement de Marseille, immeuble où réside aussi Sébastien Delogu. Et c'est là que, selon les policiers, une altercation éclate avec le député. Le député qui les aurait alors insultés. Il aurait aussi tenté de s'opposer physiquement aux policiers et à leur progression dans cet immeuble. Il lui reproche également d'avoir prévenu le suspect recherché de la présence policière dans cet immeuble. Les 3 policiers ont depuis déposé plainte contre le député. Voilà pourquoi il est entendu aujourd'hui. Du côté de Sébastien Delogu, c'est une toute autre version. Lui, il conteste
conteste les faits reprochés. Il affirme ne pas avoir su qu'il s'agissait de policiers puisqu'ils étaient en tenue civile et il leur reproche d'avoir lui-même été insulté. Son avocat indique qu'une plainte a été déposée pour injure et violence et qu'il compte aussi saisir l'IGPN. Et le 9 juin dernier, on rappelle que M. Delogu devait passer en correctionnel suite à la plainte d'Isidore Aragonès, que manifestement cette décision, comment dire, ce passage de tribunal a été différé. Mais bon, il multiplie effectivement les incidents de ce type. Sans conséquence sur son électorat. Non, mais il est membre de LFI qui a fait de la violence verbale et de la violence tout court une des bases de sa doctrine. Donc voilà, que ça tombe sur lui, c'est ni une surprise ni un hasard. On n'imagine quand même pas, je sais pas, au hasard, M. Bayrou s'opposer à l'arrestation d'un délinquant. Voilà. Mais chez M. Delogu et chez LFI, ça fait partie de leur culture. C'est sans conséquence sur l'électorat, voire même ça a l'effet inverse. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, les déboires judiciaires de Sébastien Delogu, personne dans son électorat se dit peut-être qu'on ne votera pas pour lui la prochaine fois. Au contraire, ils se disent lui il s'oppose aux policiers. C'est ça en fait qui m'inquiète le plus, c'est que dans l'esprit de pas mal d'électeurs, c'est plutôt une vertu que d'être convoqué comme ça par la justice. Et c'est terrible. Et puis il faut rappeler qu'un député ne bénéficie pas de son immunité parlementaire parce que là il s'agit de flagrance. Ça fait quand même beaucoup, je trouve, à la France Insoumise, entre Andy Kerbat qui a été surpris en train d'acheter de la drogue, Raphaël Arnaud qui a un attaché parlementaire impliqué dans une tuerie, sans parler d'Adrien Quatennens qui avait été accusé de violence sexuelle. Ça fait beaucoup de membres de la France Insoumise. Violence sexuelle, c'était des violences physiques. Violence physique, oui. Mais ça fait beaucoup de membres de la France Insoumise qui se retrouvent en garde à vue. C'est un parti révolutionnaire. Éric Nolot. Et ils ont au cœur de leur doctrine la violence. Et d'ailleurs, ils la poussent tellement loin que le sous-texte, et même c'est pas un sous-texte, ils le disent explicitement, si on n'y arrive pas par les urnes, on y arrivera par d'autres moyens. Donc voilà, eux, ils sont révolutionnaires, on a vu ça dans l'histoire. Mais Jean-Luc Mélenchon prend un point dans les sondages chaque mois. Bien sûr. Mais il représente cette violence. Ça ne dissuade pas l'électorat, visiblement. Et parce que ça parle il y a un appel de radicalité chez une partie des Français, de l'électorat, que satisfont M. Mélenchon et ses amis. Alors jusqu'où, je ne sais pas. Parce qu'en même temps, on nous raconte que, tandis qu'ils usent de la violence, ils essayent aussi de circonvenir des hauts fonctionnaires pour s'opposer le moment venu à toute politique qui ne leur conviendrait pas. Donc on est vraiment dans le processus révolutionnaire. Le noyautage de l'État et la violence sur le terrain. Enfin, ça va même plus loin que ça, Éric Nolot. Vous vous souvenez sans doute, avant les vacances, les propos du maire de Saint-Denis qui avait appelé, en cas de victoire du RN, à l'insurrection populaire. L'insurrection, même si Manuel Bompard avait arrondi les angles sur Europe 1 et sur CNews, mais l'insurrection populaire, c'est quoi? C'est un appel à la guerre civile. L'insurrection populaire. Marine Tondelier a dit la même chose. Oui, mais attendez, alors ça, si c'est pas une violence... Sauf que sur la violence, il y a la légitimation de la violence par la victimisation aussi. C'est-à-dire qu'il y a toujours une justification à cette violence-là. Dans l'actualité également, lors d'une réunion publique avec les services de l'État, dont Sophie Brocasse, la préfète du département, les habitants du Porge ont exprimé leur colère et ont pointé du doigt les erreurs commises dans la gestion du méga-feu qui a ravagé la Gironde. On en a parlé hier matin, mais là, je voulais vous faire réécouter une série de personnes qui se sont adressées directement, en l'occurrence à la préfète. Et écoutez bien notamment le premier témoignage. Parce que le premier témoignage, c'est une personne qui dit « j'aurais pu arrêter le feu ». C'est-à-dire qu'il était là, le feu, je pouvais l'arrêter très facilement. Les pompiers m'ont dit « vous ne pouvez pas rentrer sur votre parcelle, il faut que j'ai les ordres d'abord, avant que moi-même je déclenche sans doute la lampe à incendie ». Et c'est l'administration française face au feu. Bon. Et évidemment, c'est pas possible. Moi, je comprends ces gens. Ils ont tout perdu, et notamment ce premier témoignage. Il est sidérant. C'est-à-dire que vous voyez votre maison brûler, vous avez des pompiers qui sont là, vous pouvez intervenir, vous n'intervenez pas parce que les pompiers vous interdisent, et les pompiers ne peuvent pas interdire parce qu'on leur a pas donné l'ordre d'interdire. D'intervenir. On est... Pardon ? D'intervenir. Donc on est chez les fous. Donc écoutez cette série de témoignages que j'ai trouvé extrêmement éclairants. Au contact du feu, les gars attendaient. J'aurais pu l'éteindre tout seul, peut-être avec ma fille de 17 ans, ou peut-être avec 2-3 copains agriculteurs, parce que j'aurais dit, si vous n'avez pas le droit par les chefs de rentrer, laissez-nous éteindre nos parcelles, il n'y a aucun danger. On m'a dit, on ne peut pas vous laisser rentrer, la parcelle a brûlé, vous connaissez l'histoire. Parce que, ayant travaillé avec l'armée de l'air, je peux vous dire qu'un avion à hélice, même s'il est basé à Toulon, il ne lui faut pas 4 heures pour arriver.
Vous habitez dans des logements que l'on paye magnifiques et compagnie à la préfecture. Monsieur Vermeulen, je ne sais pas où il habite. Mais c'est nous qui payons tout. C'est nous qui payons tout. Moi, j'ai 76 ans et demi. J'ai tout perdu. Le lit de ma mère quand elle m'a accouché. Vous comprenez ce que c'est, ça? Tous mes meubles, toutes les décorations de mon père et de ma mère et de ma grand-mère. Hein, ça, on s'en fout. Ouais, on a réussi. Vous voyez, on a fait ça, on a vachement bien fait. Putain, la prochaine fois qu'il y a un feu, ça se fera 80 000 hectares de brûlés. Alors moi, je vous demande votre démission par honneur. 40 ou 50 maisons brûlées et tout le monde est parti. Mais qu'est-ce qui se passe? On est abandonné. J'ai écouté votre interview, vous dites qu'on n'est pas abandonné. À moi, vous ne me le direz pas. J'étais sur place, on a été abandonné, le Porche. Alors, depuis le début, je suis présent, on ne souhaite pas avoir un exposé, on souhaite avoir un échange. C'est normal que vous apportiez des réponses, mais je pense que la priorité, elle est en face de vous. La priorité de parole, elle est en face de vous. Bon, ça, c'est quand même intéressant. Et puis, en sous-texte, moi, je ne peux pas, évidemment, mesurer cela, mais ils ont le sentiment d'avoir été abandonnés au profit du Cap Ferret. C'est bien ça. Qu'on a privilégié un territoire plutôt qu'un autre. Et derrière ça, il y a presque une lutte des classes. Parce que le Ferret, c'est les riches, et là, c'est un village pauvre. C'est ça que la petite musique que je peux entendre. C'est difficile à croire, quand même. Qui prendrait une décision pareille? Non, mais je sais pas. En plus, les pompiers, vous imaginez, quelqu'un aurait donné l'ordre aux pompiers de se concentrer plus sur le Cap Ferret. Écoutez, moi, ça me paraît hautement improbable. Après, la tragédie de ces gens, là, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui a vu qu'il pouvait arrêter le feu et qui se retrouve la maison, il n'en reste vraiment plus rien. Je comprends sa détresse, son désarroi. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Oui. Mais après, même si ça brûle. Pascal, d'abord, ce monsieur, j'aimerais d'ailleurs, s'il nous entend, j'aimerais qu'il puisse témoigner et aller plus loin, parce que j'ai envie de lui dire, mais moi, je rentre avec mon seau et puis voilà. Oui, Pascal, vous voyez, si ça brûle, je le fais. Et puis les pompiers, ils me disent ce qu'ils veulent. Alors peut-être que c'est pas possible non plus. Vous voyez, Oui, mais si je peux me permettre, moi je comprends effectivement l'exaspération face à la bureaucratie, le principe des précautions. Mais en même temps, quand vous avez eu l'incendie de 1949 dans les Landes, qui a été gigantesque, vous avez eu 80 morts, parce que justement il y avait des bénévoles et des pompiers qui sont allés dans la forêt en voulant éteindre l'incendie, et ils se sont fait encercler par les flammes. Ils sont tous morts. Donc cet incendie n'a pas fait de mort. On est aussi dans un monde... Et 2 pompiers quand même. On a des pompiers bien sûr, mais je veux dire pas dans l'ampleur de 49. Et donc effectivement, c'est un peu le paradoxe de notre société. On est une société à la fois qui veut plus de liberté, d'agir, etc. Mais en même temps, imaginez s'il y avait eu une dizaine de morts, l'État aussi aurait été mis en accusation. On n'a pas pris assez de précautions. Vous avez laissé les gens se défendre tout seuls. Donc on est un peu dans cette société aussi schizophrénique qui demande à la fois énormément de protection de l'État et en même temps la liberté d'agir. Eugénie Bastier. On est pris dans un paradoxe. Après, on n'a pas d'éléments, en effet, sur le Porche, le Cap Ferret, c'est difficile d'y voir clair. Moi, j'entends quand même la colère des habitants. Ce qui est sûr, on a reçu beaucoup de pompiers cet été sur les plateaux de CNews, notamment un qui s'appelle Jean-Baptiste Kahn, qui est pompier dans les Landes. Il nous disait, l'administration, l'organisation de l'État, c'est vraiment pas possible. C'est-à-dire que nous, on sait faire, laissez-nous faire, en fait. Laissez-nous bosser et organiser ça différemment. Donc ça, c'est le vrai sujet, à mon avis, c'est l'administration, bien sûr, les agriculteurs qui font le boulot, en fait. Ils savent faire. Mais c'est vrai pour tout. Et c'est exactement ce que j'avais répondu, c'est vrai pour tout. C'est les petits hommes gris. C'est-à-dire que, et là encore, tu retournes à ceux qui dirigent, et forcément, c'est Emmanuel Macron qui est le chef de tout ça, la réforme de l'État n'a pas été faite. La réforme de l'administration n'est pas faite. Et ça, c'est un des chantiers majeurs. Le problème, c'est qu'il y avait un déficit de moyens. Comment ? Le problème, c'est qu'il y avait un déficit de moyens, visiblement, en Canadair, Mais en Canadair, parce que là aussi, quand tu n'as plus d'argent, il y a des hiérarchies. Il y a un pilote des Canadair qui a expliqué que on dépollue la Seine pour 2 milliards. Je l'ai écouté sur France Info. Mais il a raison. Il a raison. Simplement, quand tu dépollues de la Seine, tu fais de la com. Oui, mais pour que des gens aillent se baigner. Sauf que cet été, je discutais avec l'un des anciens patrons des Canadair en France. Sauf que, attendez, c'est pas qu'un problème d'argent. C'est un problème de production aussi. Attendez. Tu vois Anne Hidalgo qui se baigne dans la. Et donc, ça fait l'image. Donc, les gens sont contents. Il y a aussi un problème de production d'avions chez Canadair, le Canadien. C'est pas si. Non, mais c'est. La France n'est pas capable de trouver un fabricant de Canadair d'avions de. On pourrait avoir un très beau projet européen. Il y en a 3 sur la table d'avions de lutte contre l'incendie au niveau européen. Ça aurait de la gueule. Et puis, plus généralement, quand même, je le redis, parce que vous parlez des lourdeurs administratives, mais il y a aussi des lourdeurs stratégiques. Oui. Qui gère les forêts en France ? L'Office national des forêts. Ouais, l'Office national des forêts, leur stratégie depuis des années, je peux vous en parler, je le vis sur mon territoire. De laisser les broussailles. Oui, c'est de laisser tout ce qui tombe des arbres au niveau, pas parce que c'est écologique, les pommes de pin, les branches, les laisser par terre. Ouais. Mais
Quand vous laissez tout ça par terre, qu'est-ce qui se passe? Vous avez en fait disséminé des boîtes d'allumettes lorsque le feu se déclenche. Donc cette stratégie-là, à mon sens, il faut vraiment qu'on la revoie d'urgence. On va écouter Jérôme Rampenou. Vous savez qu'il y a plus de forêts aujourd'hui que sous Napoléon III. Oui, bien sûr. Oui, il n'y a personne qui les entretient, mais en même temps, parce qu'il y a moins d'agriculteurs, il y a moins de... Madame Barbu, tout flambe, elle veut un plan forêt. Madame Barbu, qui par ailleurs fait l'apologie de la France Insoumise et qui par ailleurs est ministre d'Emmanuel Macron. Mais tout va bien. Madame Transat. Je vous propose d'écouter Jérôme Rampenou. Oui, effectivement, vous avez raison, les habitants étaient très en colère. Ils attendaient des réponses. Tous voulaient avoir des réponses claires et nettes sur ce qui s'était passé, savoir comment ça avait été géré ici, au Porge. Cet incendie, vous le disiez, de nombreuses maisons qui ont brûlé, comme celle de Brice. Ça faisait 1 an et demi, Brice, que tu étais installé ici, dans cette maison. Vous habitiez juste à côté avant. Hier soir, vous étiez présent à cette réunion. Quel sentiment à la sortie vous en avez eu? Plus de colère, plus de... C'est même plus de la tristesse, c'est vraiment de la colère pure et dure. On attendait des réponses. Ils ont tourné autour du pot, ils nous ont pris pour des ânes. Ce sont des gens incompétents. On sait qu'on n'aura jamais les réponses à nos questions. Pourquoi on a été abandonné au profit du ferré? J'ai pas honte à le dire et je le crierai haut et fort. Comment ils expliquent que nos maisons ont été filmées en train de brûler? Tout ça, on n'a eu aucune réponse. Pourquoi nous et pas les autres? On n'en aura aucune et il y a énormément de colère. Donc vous voyez, c'est très compliqué encore ici. Les réponses, les gens les attendent. Il va falloir maintenant réussir à passer quand même à autre chose, commencer à reconstruire. Les assurances vont se mettre en route, mais ça peut aussi durer assez longtemps. Cela va dépendre des zones, ça va dépendre de la possibilité de reconstruire ou pas. Certaines zones risquent de plus être constructibles non plus. Ou en tout cas, il va falloir respecter à la reconstruction les plans d'origine, se rapprocher le plus possible pour pouvoir reconstruire rapidement. Quand il va y avoir des changements par rapport au terrain, aux nouvelles lois tout simplement, dues à la forêt, ça risque d'être beaucoup plus long. Ça va en tout cas être très compliqué ici au Porge pour réussir à passer à autre chose. Jérôme Rampenou, dans cette belle région de Bordeaux, et vous aurez compris que c'était une intervention qui avait été enregistrée. Nous n'étions pas en direct, bien évidemment, avec Jérôme. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire. Et hier, vous avez dit une chose quand même qui était intéressante, parce que chacun sait que vous êtes à l'île de Ré, que c'est votre villégiature. Et c'est vrai que vous avez plusieurs forêts domaniales. Oui, bien sûr. Non, pas moi. Parce que par définition, les forêts domaniales appartiennent à l'État. Les forêts domaniales appartiennent à l'État. Ah, d'accord. Non, mais précisez, parce qu'avec vous, ça dérape assez vite. Bon, et vous avez dit une chose très intéressante hier, parce qu'effectivement, l'île de Ré, par définition, est une île. Et s'il y a le feu, il n'y a qu'un pont. Et à ce moment-là, comment tous ces gens-là sont évacués? Il y a une petite panique. Pas panique, mais si vous voulez, vous savez, depuis cette île, on pouvait apercevoir certaines fumées. C'est très plat, c'est très plat. Mais si vous voulez, il y a des forêts domaniales qui sont très préservées, et tant mieux. Si le feu est dans ces forêts, parfois, vous avez des habitations aussi. C'est un peu comme au Porge ou au Cap Ferret. Si vous avez le feu, la priorité, c'est d'évacuer les gens. Mais si vous avez un incendie important sur l'île de Ré, on évacue les gens comment? Vous avez un début de panique sans doute, parce que les gens vont se dire il faut que je parte, et tous ces gens vont se retrouver au pont pour passer le pont. Il y a 2 voies qui arrivent au pont sur l'île de Ré. Si ces 2 voies sont embouteillées, la panique, voilà. Et je peux vous dire que les autorités locales, les maires, le président de la CDC, de la communauté des communes, prennent ça très au sérieux, parce qu'on a vu évidemment ce qui s'est passé pour la 2e fois en Gironde en quelques années. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet extrêmement grave. Un mot quand même, parce que le couple canicule-incendie a été très présent pendant cet été. Et il est parfois instrumentalisé, ce couple canicule-incendie. La canicule ne déclenche pas des incendies. Il faut le dire, parce que 99% des incendies, c'est les pyromanes. S'il n'y a pas d'homme, ça ne brûle pas, en clair. S'il n'y a pas d'homme, ça ne brûle pas. C'est l'homme qui est à l'origine d'un incendie. Dans la majorité des cas. 99%. Oui, donc la majorité des cas. Plus que 80%. Donc c'est la malveillance, c'est la pyromanie, c'est l'incivilité, etc. Non mais c'est important, parce que comme tout est instrumentalisé aujourd'hui, en fait, les incendies, canicules, incendies, réchauffement climatique, décroissance, etc. Tout ça va dans le même sens. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut rappeler simplement un fait, que la canicule ne déclenche pas les incendies. Elle a un impact sur l'ampleur de l'incendie. Voilà. C'est-à-dire que peut-être que là où des incendies auraient été plus circonscrits, le fait qu'il y ait une sécheresse importante fait que les feux ont été peut-être plus vastes. Forcément. J'entends ce que vous dites. Et vous avez raison sur l'origine, sur le point de départ. C'est la présence humaine,
on peut pas la circonscrire. Enfin, il y a des choses volontaires, par exemple. Mais l'incendie, je crois, du Porge, ça a été dû à une camionnette qui a pris feu. Ouais. C'est pas un mec volontairement qui a laissé traîner son mégot. Mais je vous dis malveillance. Parfois, c'est accidentel. Malveillance, pyromanie, accidentelle. Un débroussaillage aussi qui a mal tourné. Il y a aussi eu mégot parce qu'il y a un jeune de 15 ans qui est... Ce que je dis, ce n'est que factuel. Non, mais vous ne pouvez pas nier que la canicule aggrave considérablement ces incendies. Surtout, évidemment. Je peux entendre ce que vous dites, mais je précise, je ne vais pas redire ce que j'ai... Non, mais on évacue quelque chose. Moi, je regrette, mais dans le cas de la pyromanie, ça pose quand même la question du mal avec un M majuscule. Je regrette. Quelqu'un qui volontairement déclenche un incendie avec des conséquences. Alors là, on a parlé des pertes humaines qui ont été certes limitées, mais enfin, il y a quand même eu 2 morts, des pertes matérielles. Puis il y a un autre aspect, moi, qui m'est très cher, c'est ce qui est infligé aux animaux dans ces cas-là. Je regrette. Un pyromane, pour moi, est du côté du mal métaphysique. Et c'est comme ça que j'aborderai cette question. C'est pas de la malveillance. Malveillance, c'est un mot trop long. Moi, je coupe à mal.